Eh ben déjà, bonsoir à tous. Merci d'être là parmi nous pour ce webinaire. Alors, les questions que vous posez certainement, c'est de quoi on va parler et avec qui. Alors, évidemment, vous savez, on va parler des causes et des conséquences des crises alimentaires, que ce soit d'un point de vue climatique, mais aussi sanitaire et économique. Et puis, je dirais même, on va parler également de son lien évident avec l'agriculture industrielle. Pour ce faire, je serai accompagné du président d'AVSF, Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour, directeur suffira. Directeur, oui, président, ça se dit pas? Non, directeur ça ira. On a aussi. J'avais envie de dire PDG, moi, j'avais envie de perdre. Je ne suis que DG, ça suffira. DG, très bien. Eh bien, écoute, merci d'être là, Frédéric Apollin. Nous aurons également une spécialiste de la question d'insécurité alimentaire qui est responsable plaidoyer au sein d'AVSF. C'est Caroline Menanti, si j'ai bien prononcé. Bonjour Caroline. Bonjour Nicolas. Super. Et puis enfin, nous aurons un spécialiste du terrain chez AVSF, c'est Moussa Baldé, qui est coordinateur national au Togo et au Bénin. Bonjour Moussa. Bonjour Nicolas. Est-ce que vous allez bien tous les trois déjà? Très bien. Très bien, très bien. Super. Impeccable. Alors, là, je vous ai présenté tous les trois. Maintenant, ce que j'aimerais faire également, c'est un petit sondage sur les participants qui nous regardent, les 70 personnes qui nous ont rejoints. Moi, j'aimerais savoir si on peut lancer le petit sondage, parce que peut-être qu'on va avoir un langage peut-être parfois un petit peu technique. Donc, j'aimerais faire un petit sondage, savoir, il va apparaître sur votre écran, qui vient à cette webconférence parce que c'est quelqu'un issu du milieu agricole, qui est peut-être plutôt issu du milieu associatif et qui vient simplement peut-être par curiosité pour se renseigner sur ces questions de sécurité alimentaire. Je ne sais pas si on peut lancer le sondage. Voilà, le sondage normalement est apparu sur votre écran. Vous n'avez plus qu'à cliquer et a priori, je vais avoir les réponses assez rapidement. Bon, normalement, il n'y a pas de piège dans cette question, donc a priori, vous pouvez répondre assez vite si la technologie moderne fonctionne, évidemment. Alors, ce sondage, comment on fait pour le clôturer? Je pense que tout le monde a pu répondre depuis. Parce que du coup, moi, alors, on n'a pas les réponses au sondage. Le sondage est fermé, donc j'imagine que quelqu'un de chez AVSF va me donner les réponses à ce sondage. Si on veut bien me les donner. Mystère. Majorité de curieux, d'accord. Bon, alors, la majorité de curieux, à 36%, donc ce n'est pas une énorme majorité non plus. 36%, ça veut dire que finalement, c'est résultat partagé. Hein. Donc, s'il y a des questions au niveau des termes techniques, vous n'hésitez pas à nouveau à nous les poser dans le QR. S'il y a des choses qui voulaient qu'on développe, on sera là pour le faire également. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit temps à chaque partie, à la fin de chaque partie, pour que vous puissiez poser des questions en rapport avec la partie qu'on vient de dérouler. Et on va commencer tout de suite avec une partie pour Frédéric, même si on sait que tu aimes beaucoup parler, Frédéric. Est-ce que tu peux nous présenter AVSF, mais en moins de 10 minutes, hein, on parle, les grandes réussites, les chiffres clés. Qu'est-ce que c'est qu'AVSF? Parce que tout le monde ne connaît pas. Quel est votre champ d'action? Qui compose AVSF? Et quel est son positionnement vis-à-vis de la crise alimentaire? Nicolas, je vais répondre. Je vais essayer d'être rapide pour ceux qui nous écoutent. AVSF, c'est donc Agronomes et Vétérinaires sans frontières, et nous ne sommes pas que des agronomes et des vétérinaires, je le dirai après. C'est donc une ONG, une association française de solidarité internationale, sans but lucratif, et qui travaille à l'international depuis maintenant, je pense, près de 45 ans, plus de 45 ans même, en appui. Donc, quand tu dis à l'international, c'est… Ça veut dire l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, Madagascar. Vraiment, sur tous les continents, vraiment. Sur tous les continents. On est présent sur tous les continents avec, on est plus de 300 personnes à VSF. La majorité de nos collègues, eh bien, c'est Moussa qui est là, c'est-à-dire c'est des personnes des pays dans lesquels nous travaillons. Ça, c'est un choix politique que nous avons fait. Nous travaillons en appui donc, à des organisations et des communautés paysannes, notamment sur les questions d'accès à l'alimentation ou de lutte contre l'insécurité alimentaire, mais aussi pour leur permettre de défendre leurs droits, des droits d'accès aux ressources naturelles, des droits d'accès au marché, parce que c'est souvent des organisations paysannes ou des communautés qui souffrent de processus d'exclusion. Voilà en gros ce que c'est qu'AVSF. Et
quelque part, notre positionnement, il est clair. AVSF, c'est une ONG qui défend, comme ici en France, d'autres le défendent, l'agriculture qu'on appelle l'agriculture paysanne et les organisations paysannes. C'est ceux qui sont majoritaires en fait dans le monde. Il y a plus de 500 millions d'exploitations paysannes dans le monde. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être définir pour les curieux, qu'est-ce que c'est que l'agriculture paysanne finalement? L'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui est pratiquée par un groupe familial. Alors, le groupe familial, naturellement, ce n'est pas le même au Sénégal ou au Togo. Moussa pourra nous le dire qu'en Équateur ou en Mongolie. Mais un groupe familial donc, qui travaille avec ses mains, voilà, qui emploie la main-d'œuvre familiale, en général sur des petites surfaces. C'est souvent des surfaces de moins de 5 hectares. Alors, Donc, très petite surface même, parce qu'en France, on est habitué à des centaines d'hectares. Voilà, donc c'est de la petite agriculture, même si petite peut-être en surface, mais grande en importance. Bien sûr. Qui produit pour s'alimenter d'abord, mais aussi pour alimenter des marchés, notamment des marchés vivriers locaux. On connaît tous des paysans, y compris en France, autour de chez nous, aujourd'hui, qui a des AMAP, des circuits courts, qui apportent sur des produits. Et puis, c'est souvent des agriculteurs ou agricultrices, donc on aime bien le mot de paysans ou paysannes, qui sont attachés à leur terroir, qui sont attachés à leur territoire. Et derrière cette agriculture, il y a aussi des cultures au sens culturel du mot, qui vendent avec des produits qui sont attachés à leur territoire. Et ça, on va le revoir plus tard, parce que ça fait également partie des solutions qui sont prônées par AVSF. Est-ce qu'on a déjà des questions simplement sur l'ONG AVSF? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ou est-ce qu'on attaque directement le cœur du problème? Je vous laisse 2 minutes. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais bon, il faut le temps de se poser la question. Est-ce que j'ai une question à poser? Ok, après, il faut que je la formule par écrit. Ça peut prendre un peu de temps. N'hésitez pas, en tout cas, pendant les parties, à peut-être les poser. Et comme ça, moi, à la fin de la partie, je pourrais directement les prendre les unes après les autres. Si on n'a pas, je vous laisse poser les questions pour la fin de ce webinaire. On va commencer tout de suite, donc du coup, par la partie, finalement, quel plan pour combattre les crises alimentaires? Et là, j'ai envie de me tourner vers toi, Carline. J'ai envie de te demander, quand on parle de crise alimentaire, déjà, de quoi on parle? Et est-ce que tu as peut-être quelques chiffres à nous apporter? Alors, cette crise alimentaire qu'on traverse aujourd'hui, qui sévit actuellement, elle se manifeste par une série d'augmentations rapides des prix alimentaires et des pénuries d'approvisionnement partout dans le monde. Donc, c'est sa spécificité. Alors, ce n'est malheureusement pas la première crise des prix alimentaires qu'on connaît, c'est la troisième en plus d'une dizaine, enfin en 13 ans. Vous vous souvenez certainement des émeutes de la faim en 2008. Mais cette fois, les cours mondiaux, donc des prix agricoles, ont atteint des records historiques. L'indice des prix alimentaires de la FAO, donc qui est vraiment une jauge qui est reconnue et prise en compte par l'ensemble des acteurs. Voilà, donc la FAO, c'est… C'est l'Organisation internationale de l'alimentation. Donc, c'est l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et donc, elle produit des indices pour évaluer la faim, pour évaluer notamment la question là, quelles sont les causes de cette crise alimentaire. Et donc, la FAO a constaté que l'indice des prix alimentaires cette année a atteint un niveau supérieur de 20% au pic de celui de 2008. Donc, cette crise alimentaire de 2008, qui était déjà, on s'en souvient, très marquante, là, les prix sont encore plus forts. Alors, on parle les prix surtout, c'est-à-dire que, bon, grosso merdo, moi, quand j'ai tourné la vidéo sur la sécurité alimentaire avec vous au mois de juin, le prix de la tonne de blé était de mémoire à 409 €, alors qu'un an avant, elle était à 200 et quelques euros. Aujourd'hui, je crois qu'elle a un petit peu, elle a diminué, mais elle est toujours très élevée. Quelqu'un a ces chiffres parmi vous, du prix de la tonne de blé pour qu'on se rende compte? Elle est à 340, 350 aujourd'hui. Donc, elle est redescendue, mais elle reste beaucoup plus haut, effectivement, que le chiffre que tu as cité avant, Nicolas. D'accord. Et donc, c'est le cas sur les marchés pour le blé, mais pas que pour le blé. On peut citer quoi d'autre pour que tout le monde se rende bien compte de qu'est-ce qu'il y a sur les marchés?
Je voulais revenir un petit peu après en expliquant qu'effectivement, ce n'est pas simplement l'augmentation du prix des céréales, du blé notamment, mais aussi le prix des carburants, des engrais, etc. Mais peut-être avant de vous dire ça, donner encore quelques chiffres sur cette crise et sur le nombre de personnes qui meurent de faim, parce que c'est assez parlant. Encore une fois, la FAO a produit sort annuellement un rapport sur le nombre de sous-alimentation, de personnes sous-alimentées dans le monde. Le rapport a été publié il y a peu de temps et ce rapport montre que le pourcentage, enfin la prévalence de sous-alimentation ces 2 dernières années est passée de 8%, donc il y a 2 ans en 2019, à 10% en 2021. Donc là, on est même sur des pourcentages. Ce n'est pas simplement le nombre de personnes qui meurent de faim, mais les pourcentages sont de plus en plus importants. Dans un monde où, a priori, on produit de plus en plus. Exactement. Il y a de plus en plus de gens qui meurent de faim. Tout à fait. Aujourd'hui, on est à 828 millions à peu près. Donc, c'est 48 millions de plus qu'il y a un an, 150 millions de plus qu'en 2019. Donc, voilà. Et en plus de ça, la FAO estime que cette crise en Ukraine pourrait se traduire par un accroissement supplémentaire de 8 à 13 millions de personnes. Et le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a aussi, lui, ses critères et ses indicateurs, estime que cet accroissement pourrait s'élever à 57 millions de personnes. Ce qui est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Moussa, toi qui es au Togo en ce moment, est-ce que tu peux nous faire un retour sur comment on vit quotidiennement cette crise alimentaire? Togo, Bénin, peut-être, je ne sais pas si tu as une vue plus d'ensemble sur le continent africain, mais en tout cas, au niveau local, comment c'est? Il faut que tu rallumes ton micro, Moussa, on ne t'entend pas, excuse-moi. Oui, merci. Ouais. Merci. Voilà, oui, merci Nicolas. En fait, cette crise touche déjà tout le monde, aussi bien en milieu urbain qu'en surtout en milieu rural. Donc, c'est vraiment une crise qui se manifeste avec ce que j'ai dit tout à l'heure, Myriam. C'est l'augmentation, en fait, tout ce qui est énergie. L'augmentation des énergies entraîne l'augmentation de tous les autres denrées, notamment les denrées de première nécessité. Aujourd'hui, si on prend le cas du Togo, où le bol de maïs, ici, le maïs, il est vendu sous forme de bol. Là, le mesure, c'est le bol, qui était à 300 francs l'année dernière à pareil moment. Cette année, il est à 700. C'est pareil pour l'igname, qui constitue pratiquement l'alimentation de base des Togolais, qui était aussi à 300 francs, c'est 0,47 €. Aujourd'hui, il est à 1,06 €. Donc voilà, c'est-à-dire, en fait… Donc, toutes les denrées alimentaires, là, actuellement, ont doublé de prix. Exactement, exactement. Donc, effectivement, on peut très bien imaginer comment ça se répercute. Si demain, on doit tous acheter en France le double du prix de ce qu'on mange, forcément, ça pose des gros problèmes. Exactement, voilà. Donc, ce qui fait que l'année dernière, à pareil moment, le Togolais, les Béninois qui pouvaient prendre son bol de foufou à midi à 300 francs, là, actuellement, il est à 700. Tu vois? Oui. Donc, c'est vraiment une crise qui est vraiment totale et ça affecte beaucoup plus le monde rural, notamment les petits agriculteurs, puisque vu que le transport a augmenté, donc les denrées de première nécessité ont augmenté et il faut avoir de la trésorerie, il n'y a pas d'argent. Donc, voilà, donc c'est un cercle vicieux qui vraiment affecte tout le monde, notamment les plus démunis. Je rappelle, je donne ces chiffres-là qui ne sont pas négligeables dans ces pays-là, puisque le SMIC, il est à 53 €. Donc, voilà. Imaginons ici une famille moyenne en milieu rural, c'est à peu près entre 5 et 6 personnes. Donc, si déjà, pour manger à midi, il te faut dépenser pratiquement 1,05 € pour une personne, donc ça pose problème, quoi. Donc, voilà. Ce qui fait que vraiment, c'est une crise qui affecte profondément le monde rural. Tout à fait. Et alors là, ce qui est intéressant à ce que tu disais, c'est que Carline, elle parlait plutôt du prix du cours du blé sur les marchés, donc le prix finalement de la nourriture sur les marchés. Mais là, toi, Moussa, tu parles plus des prix du carburant, parce que finalement, tu parles du foufou qui est produit localement. Mais l'impact
sur le prix du foufou, c'est à cause du prix du carburant. Exactement, exactement. Parce qu'en fait, les paysans, tout le monde, les gens ici, le moyen de déplacement le plus utilisé, c'est les motos. Donc, quand ils se retrouvent dans les marchés, chacun se déplace avec sa moto, donc il va utiliser l'essence. Donc, il va aller acheter le litre d'essence et il est passé de 520, il est à 800 francs, quoi. Donc, voilà. Pareil aussi, quoi, une augmentation vertigineuse. Donc, ce qui fait, il essaie de récupérer ça au niveau des produits qu'il va vendre, le pot de produits qu'il va vendre. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, j'étais avec des collègues, on était partis en mission sur le terrain. Ils achetaient des tubercules d'igname. La même quantité qu'ils pouvaient avoir l'année dernière, aujourd'hui, ils ont la moitié. Donc, une tubercule qu'ils achetaient à peu près la même dimension à 300, 350, cette année, c'est revenu à 700 francs. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment c'est incroyable, quoi, l'augmentation des prix, quoi. Et alors, justement, cette augmentation du prix des carburants, Carline, tu voulais peut-être réagir. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? Oui, alors, enfin, je voulais surtout dire effectivement que les carburants, on sait, acheminent les denrées sur les marchés locaux, ça sert à alimenter les véhicules, mais aussi les machines, le séchage, la transformation des produits agricoles. Donc, c'est tout ça qui impacte aujourd'hui sur l'augmentation des prix agricoles. Mais il y a aussi un autre facteur qui est le prix des engrais. Qui a flambé, notamment en Afrique de l'Ouest. Il a doublé en un an. Il y a l'Europa, qui est le syndicat ouest-africain paysan, a observé que de janvier à avril de cette année, une hausse du prix des engrais qui allait de 46 à 100% selon les pays et selon les types d'engrais. 46 à 100%. Donc, ça correspond finalement pour toutes les denrées, comme le disait Moussa, quasiment tout double en fait finalement. Parce que tout est répercuté x2, x2, x2 en fait. C'est ça. Donc, l'engrais, enfin, voilà, on a quelques exemples, par exemple, au niveau du prix de l'urée, qui est un fertilisant utilisé très fréquemment en Afrique de l'Ouest, qui est passé de $510 en 2021 à presque $1000 en mars 2022. Donc, mais qui vend cette urée? Même chose pour la potasse. Pardon? Qui vend tous ces engrais, l'urée, la potasse, tout ça? Alors, il y a une grande partie des engrais chimiques qui viennent d'Ukraine et de Russie. Voilà. Ça, c'est les pays producteurs, essentiellement. Donc, il y a un impact et une conséquence directe. Et ça démontre aussi, quelque part, la dépendance des paysans ouest-africains, notamment sur ces engrais-là. Parce qu'en azote, en phosphore, il faut savoir que les paysans ouest-africains, ils sont dépendants autour de 70% de ces engrais-là, azote-phosphore. Et les crises successives montrent que cette dépendance forte aux engrais pose un sérieux problème aux agricultures, notamment ouest-africaines. Justement, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que tout à l'heure, tu parlais du fait de la crise de 2008, la crise alimentaire. Donc, clairement, la crise alimentaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais comment tu pourrais faire la différence entre la crise qu'on est en train de vivre là et celle de 2008? Quelles étaient les causes et si elles ne sont pas les mêmes? La crise de 2008 a vraiment été une crise sur la volatilité, enfin sur des prix qui concernaient beaucoup les céréales, les aliments de base. Touchait un peu moins justement les engrais, les intrants, les carburants, donc avait un impact direct sur la consommation des ménages. Voilà, on se souvient, enfin nous on a été témoins en Haïti de scènes d'émeutes parce que les gens ne pouvaient plus accéder à leurs aliments de base. Mais il y avait finalement ces conséquences qui vont certainement être de plus long terme à cause de ce déficit-là d'intrants pour ces cultures-là qui auront un impact en 2023. Enfin, voilà, c'est ce schéma-là sur du plus long terme qui risque d'être grave avec cette crise-là. D'accord. Mais justement, en 2008, donc c'était plus sur les aliments de base qui manquaient. Pourquoi en 2008, on manquait d'aliments de base? Ça a été une crise de la volatilité des prix sur la spéculation des prix agricoles.
C'était les marchés, tout simplement. Tout à fait, les marchés mondiaux, qui de toute façon, ça, on le retrouve dans chaque crise alimentaire, hein, mais il y a des spécificités, notamment dans celle-ci. Mais globalement, cette volatilité des prix qui est alors due, on le verra peut-être un peu après, hein, avec les causes de ces crises, mais qui est récurrent. Voilà, la question de la volatilité est très récurrente. Tout à fait. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose, il me semble. Non, je voulais juste compléter ce que dit Caroline. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les crises de 2008 et l'actuelle. On y reviendra sur les causes après, mais ce qui aggrave encore la crise actuelle, effectivement, c'est la question de l'énergie. Avec ce qui se passe en Russie aujourd'hui, ce qui se passe sur le gaz que vous connaissez fort bien. Donc ça se rajoute. On n'avait pas cette dimension-là internationale sur la pression sur le carburant en 2008. Donc à la crise historique sur la volatilité des prix agricoles, et on y reviendra sur la dépendance des pays au marché international, se rajoute aujourd'hui la crise énergétique, et Moussa en témoigne parfaitement bien. Donc automatiquement, ça aggrave une situation historique. D'accord. Alors justement, puisque tu en parles, allons-y. Aujourd'hui, on peut trouver des causes locales et internationales à cette crise alimentaire. Est-ce qu'on peut les lister ensemble, les causes dans un premier temps internationales? Il y a évidemment la guerre en Ukraine. Alors, la guerre en Ukraine, effectivement, elle est révélatrice, notamment pour la question énergétique. Donc, on a beaucoup parlé du blé, mais on a bien vu que ça ne porte pas que sur le blé, on pourrait y revenir après. Mais la guerre en Ukraine, finalement, c'est qu'un révélateur de crises beaucoup plus anciennes et de racines beaucoup plus profondes aux crises alimentaires successives. Tu as rappelé, Caroline, qu'on a vécu 3 grandes crises sur les 13 dernières années, notamment 2008. Donc, la guerre en Ukraine, c'est un révélateur très fort des racines profondes de ces crises alimentaires qui sont récurrentes. Et nous, on en est témoins, et Moussa, tu en es témoin, toi, directement au Togo, au Bénin et avant au Sénégal, qui se répètent régulièrement. Alors, on pourrait citer 1000 causes profondes. Une des premières causes profondes, c'est la dérégulation des marchés agricoles. C'est pour ça qu'on a une grande volatilité des prix. Il y avait des mécanismes auparavant, avant que se mettent en place les mécanismes de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il y avait des mécanismes qui permettaient à des pays, et nous-mêmes les avons énormément utilisés en Europe, pour protéger nos agricultures et nos productions. On avait des prix planchers, des prix maxi. Alors, selon les prix sur le marché international, les États pouvaient jouer pour offrir un prix minimum à leurs agriculteurs, etc. Ces mécanismes-là ont été démantelés au moment de la création de l'OMC à Marrakech en 1994, donc de l'Organisation mondiale du commerce, où on a prôné finalement du libre commerce sur le prix alimentaire. Alors, excuse-moi, je te coupe, Frédéric, juste pour expliquer quelque chose plus simple, parce que ton explication est un petit peu complexe. Il y a une base qu'il faudrait que tout le monde ait, c'est comprendre que les paysans ne vendent pas comme ça à leurs clients directement. Il y a un prix sur les marchés financiers, et ça, c'est important de le rappeler. Tu peux l'expliquer, ça, avant? Il y a des prix sur les marchés agricoles, il y a des prix sur les grandes cultures, spéculations, du cacao, du café, du blé. Il y a effectivement des prix qui sont fixés sur des bourses en fonction de l'offre et de la demande, et qui influent sur les prix qui sont offerts ou qui sont proposés par des acheteurs ou par des vendeurs sur les marchés locaux. Voilà, donc ça fluctue. Et donc, il y avait des mécanismes de régulation de ces variations de prix sur les marchés internationaux au niveau local. Ces mécanismes-là ont disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix sont fixés effectivement par l'offre et la demande pure et dure, et aucun pays ou plus beaucoup de pays ont de marge de manœuvre pour protéger leur propre production. C'est-à-dire dire, moi, si vous m'envoyez demain du blé dans mon pays ou du lait dans mon pays ou de la viande congelée dans mon pays, par exemple, je vais mettre des droits de douane élevés qui vont vous dissuader d'importer dans mon pays parce que je n'en ai pas besoin, parce que je veux protéger la production de mes propres producteurs, paysans, paysannes. Et donc, pour les protéger, je vais mettre des droits de douane élevés aux frontières. D'accord? Ça se comprend, ça? Voilà. Oui, là, c'est bien. Mais ça, officiellement, ce n'est pas autorisé. Voilà, les règles de l'OMC font que ce n'est pas autorisé. Donc, naturellement, il n'y a plus de protection des agricultures. Donc ça, c'est une première cause des crises. La deuxième cause, c'est que la disparition de ces règles de régulation des prix sur les marchés locaux fait que certains pays se sont dit, c'est une aubaine, je vais pouvoir, moi, produire beaucoup pour exporter. Et l'Europe le fait aussi. Et beaucoup de pays l'ont fait. Donc, nous, on s'est mis à produire, on produit des céréales, on produit du lait. Vous savez qu'on importe énormément de lait écrémé sur le marché africain, qu'on réenrichit plus loin avec de l'huile de palme. Et l'Ukraine, la Russie, se sont spécialisés aussi dans la production de céréales et sont devenus, au fil du temps, ceux qui sont
des producteurs majeurs de céréales destinées à l'alimentation humaine. Voilà. Et ça s'est fait au détriment de la production propre de certains pays. Des pays se sont spécialisés. Des pays ont été poussés aussi à se spécialiser. On prend la Côte d'Ivoire, elle a été poussée historiquement à produire du cacao. On connaît tous le chocolat ivoirien qui pose d'autres problèmes de déforestation, etc. Donc, il y a des pays qui ont été poussés aussi à se spécialiser. Donc, on a des pays très spécialisés au niveau agricole. Et quand tout ça, ces produits s'échangent sur des marchés internationaux sans aucun mécanisme ou très peu de mécanismes de régulation, ben naturellement, ça crée de la dépendance. Si moi, je ne produis plus mes céréales et que je produis du cacao pour exporter, le jour où les céréales sont vendues très cher sur le marché international, eh ben, je n'ai plus de quoi nourrir ma population. Et c'est ça qui explique les crises alimentaires récurrentes qu'on a depuis des années. Et alors, là, tu parles du niveau international. Est-ce que potentiellement, est-ce qu'on pourrait vivre également la même chose en Europe? Parce qu'on fait aussi des bassins de production en Europe. Alors, l'Europe s'est longtemps protégée. Elle continue d'une certaine manière à se protéger. Et l'Europe, aujourd'hui, tente, enfin, vous le savez, la tendance européenne et la tendance en France notamment, et on y reviendra sur les pays dans lesquels on travaille, c'est de tenter de redévelopper des agricultures plus territorialisées et de limiter sa dépendance à des marchés internationaux. On sait notamment qu'on dépend beaucoup du soja qui est importé d'ailleurs. Donc, comment peut-on, c'est le fameux plan protéagineux, légumineuses, etc. en France, comment peut-on limiter notre dépendance à l'importation de soja d'ailleurs et redévelopper sur notre territoire de la production, entre guillemets, française pour éviter cette dépendance à un marché international qui, par ailleurs, a d'autres conséquences qui sont des conséquences de la déforestation, du climat, etc. D'accord. Donc, je reprends un petit résumé de ces causes de cette crise alimentaire. Donc, la guerre en Ukraine, la dérégulation des marchés financiers, et on a parlé également de la hausse des prix des engrais, la hausse des prix des carburants. Est-ce que, Moussa, au niveau local, pour toi, il y a d'autres causes de cette crise alimentaire localement? Oui, globalement c'est ça. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'augmentation des prix d'énergie, c'est l'augmentation de l'énergie qui entraîne tout le reste, en fait. Parce qu'une fois que tu touches à ça, tu vas toucher au transport, tu vas toucher au logement et tu vas toucher au secteur névralgique de la sécurité alimentaire, en fait. Donc, voilà, donc c'est un effet d'entraînement. Et alors justement, cette augmentation du prix du carburant, bon, nous en France, il a diminué un petit peu ce prix, un petit peu. Je veux dire, avant, on était à 2 € le litre, là, on est repassé à 1,6 €. Vous, ça continue d'augmenter. Et quelles sont les causes? Est-ce que, Caroline ou Frédéric, vous savez ça? Quelles sont les causes de cette hausse du prix du carburant? Bah, moi, je dirais, je ne suis pas du tout une spécialiste de ça, hein, mais je dirais que c'est encore une fois la production d'énergie au carburant, au gaz, on le sait, vient beaucoup d'Ukraine et Russie. Et on le sait, il y a un blocage actuellement, notamment de la part de la Russie, pour l'exportation de ces choses. Alors, carburant, c'est plus global en dehors du gaz. Mais en fait, quand il y a un impact sur une forme d'énergie, c'est le cas du gaz par exemple, toutes les autres énergies sont impactées. C'est un phénomène mondial De vase communicant. d'inflation. Voilà, exactement. Donc, on sait qu'il y a une vraie pénurie aujourd'hui en gaz pour l'Europe et le reste du monde. Et par effet de cascade, les autres énergies sont impactées. Est-ce que du coup, ça veut dire que comme on a une forte hausse du prix du gaz, on le sait bien parce que les Français craignent déjà l'arrivée de l'hiver, est-ce que ça veut dire que cette répercussion qu'on va avoir, que nous, on pense à notre échelle simplement sur le chauffage, on va l'avoir nous aussi en France sur nos denrées alimentaires alors? On sait déjà, il y a un certain nombre de denrées alimentaires qui ont augmenté, on le sait. La pomme de terre, les prix de la pomme de terre en France ont augmenté. Enfin, il y a un certain nombre de denrées alimentaires dont les prix ont effectivement augmenté en France, qui est une conséquence aussi des questions énergétiques, avec des coûts accrus sur les processus de transformation, de transport, etc. C'est la même difficulté qu'a exprimé Moussa en parlant de ce qui se passe aujourd'hui au Togo ou au Bénin. D'accord. Alors j'ai plein
deux questions qui me semblent très intéressantes à vous lire, mais avant peut-être de les prendre, est-ce que l'un de vous trois voudrait rajouter quelque chose sur cette partie des causes des crises alimentaires? Je veux bien préciser une chose un peu globale, c'est que oui, on a beaucoup évoqué les causes actuelles de cette crise-là aujourd'hui, énergie, et qui sont spécifiques, mais globalement, de toute façon, au niveau mondial, le contexte depuis des années, on l'a vu, hein, c'est ce que j'ai dit en début d'intervention, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui souffrent de la faim augmente depuis plus de 10 ans régulièrement. Donc là, il y a une crise particulière qui fait que ça bondit, ça flambe, mais il y a quand même des problèmes qui démontrent que, et qui ne sont pas liés à la production agricole mondiale, parce qu'on sait que cette production mondiale continue de progresser, elle a progressé ces 10 dernières années, donc ce n'est pas ça qui entraîne cette crise, enfin, qui entraîne la faim dans le monde. On ne va pas parler même de cette crise-là, mais bien sûr, c'est essentiellement l'inégale répartition des ressources productives, des revenus, des disponibilités alimentaires. C'est ça qui explique l'existence de l'insécurité alimentaire, de la faim. C'est aussi une partie importante de la production agricole qui est détournée vers des usages autres qu'alimentaires, donc agrocarburants, par exemple, de première génération. On sait que voilà, ça a une concurrence directe sur la production alimentaire. C'est aussi, par ailleurs, une part importante de cette production agricole mondiale qui est, notamment de céréales et oléagineux, qui est destinée aussi à des systèmes d'élevage intensif, donc pour de l'alimentation animale. Voilà, c'est quand même des causes aussi plus profondes, plus structurelles, qui font que cette crise-là, en plus de ces spécificités qu'on a énoncées, est d'autant plus forte. Mais tu fais bien de le répéter, on ne le répète jamais assez. Il y a une crise alimentaire, mais pas parce qu'on ne produit pas assez. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent dire il faut produire plus, il faut produire plus, il faut produire plus. Et déjà, si on arrive à mieux répartir, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes. Frédéric, tu voulais intervenir, il me semble. Non, juste compléter ça, oui, ce n'est pas une crise de production. Il y aura peut-être, et il faut peut-être s'attendre dans les mois à venir, peut-être à des baisses de production, notamment en Afrique, liées à la dépendance aussi aux engrais qui coûtent plus cher. Et avec moins d'engrais, on risque d'avoir des récoltes un peu moins bonnes que de très bonnes récoltes qu'on a eues par ailleurs en 2021 sur le continent africain de manière générale. Il y a des spécificités territoriales, mais globalement, la production africaine n'a pas été mauvaise sur les dernières années, Moussa, sauf si je dis une bêtise. Le fait que les engrais coûtent plus cher et cette grande dépendance aux engrais encore chimiques, entre guillemets, fait qu'on pourrait avoir des baisses de production. Mais la réalité, c'est ça, c'est que ce n'est pas un problème de production. Voilà. Je voudrais juste rajouter quand même qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier que cette crise se greffe au niveau local et dans certaines régions du monde, sur une crise climatique et environnementale qui est majeure. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'accroît. Elle était déjà là en 2008, mais elle s'accroît encore plus. On l'a bien vécu en France. Elle va continuer. Personne aujourd'hui n'est là à nier quelques effets très concrets que nous vivons en chair et en os, déjà nous en France, et Moussa, que vous vivez, notamment sur le continent africain. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça non plus en toile de fond. Il fait que ce n'est pas une question de production, mais quand même, on aura aussi cette question à gérer de l'adaptation des agricultures à de nouvelles conditions climatiques et à des défis majeurs, notamment sur les défis de la perte de biodiversité qui est énorme en ce moment partout dans le monde, et y compris à cause des modes agricoles parfois utilisés. Tout à fait. Merci Frédéric. Donc, je vais tout de suite passer aux questions. On a une question. L'augmentation des aliments est incontestable en Afrique de l'Ouest, mais cette région est aussi un grand producteur de maïs. Je pense au Bénin, Togo, Burkina Faso. Et cette céréale a aussi augmenté. Donc, la question, c'est les paysans ont-ils bénéficié de cette augmentation du prix ou est-ce seulement les commerçants? Puisqu'en France, effectivement, les producteurs de blé ont fortement accru leurs revenus. Qui veut répondre? Moussa. Oui, pour le maïs, je pense que l'augmentation, c'est partout, hein, même au niveau des marchés hebdomadaires, donc les petits marchés au niveau villageois. Le prix, comme je disais tout à l'heure, le bol de maïs, il est passé de 300 à 700. Quoi. Ça, c'est clair que vous soyez à Lomé ou bien que vous soyez à Nano, ce prix-là, il est là. Quoi. Donc, oui, tout le monde, je pense aussi, les producteurs, mais comme je dis, les producteurs, les enjeux ne sont pas les mêmes, en fait. Parce que le paysan qui va pouvoir vendre son maïs, même si, ou bien, voilà,
parvient à vendre son bol de maïs à 700 francs, c'est que lui, il va en même temps, avant de rentrer, sur le marché même, s'approvisionner en produits de première nécessité, en fait. Tu vois? Donc, il n'a pas cette possibilité de faire de l'épargne. Donc, l'argent est dépensé tout de suite pour la consommation de la famille. Donc, voilà pourquoi il va moins sentir qu'il va gagner de l'argent puisqu'il ne parvient pas à pouvoir épargner cet argent pour pouvoir l'utiliser. Mais sinon, le prix des maïs aujourd'hui, il a augmenté partout, en tout cas, que ce soit ici au Togo. D'accord, parce que c'est justement, tu réponds un petit peu à la question qui suivait, c'était au Togo, est-ce que ce sont les habitants des villes qui sont plus affectés par le prix de la nourriture, mais est-ce que les producteurs arrivent à couvrir leurs besoins alimentaires? En fait, il y a des soucis. Je voulais aborder cette question. C'est un peu les conséquences, hein, c'est un peu les conséquences de cette crise-là. C'est que si on prend par exemple le cas des petits producteurs qui n'ont pas assez de maïs et qui n'ont pas assez de moyens de l'hivernage-là, ils seront obligés certains jours de le dédier à aller faire des prestations dans les champs des gens plus nantis. Donc, ça leur fait des journées de moins de travail au niveau de leur champ. Donc voilà, ça va le rattraper, en fait. Et puis, il y a certaines zones, on parlait tout à l'heure, Caroline parlait de l'augmentation des prix des engrais. Pour les quelques rares paysans qui ont la possibilité d'acheter les engrais qui coûtent cher, quand même, aujourd'hui, le sac, il est à 18 000. Au Togo, c'est 27 € et quelques, 27,47 €, donc c'est pas petit, quoi. Tous ceux qui n'ont pas ça, ils font pas le maïs, puisque le maïs, quand même, il faut soit qui a la possibilité voilà, d'avoir des champs fertiles, ou bien il faut mettre des engrais. Et ces gens-là qui n'ont pas cette possibilité-là, ils vont se retrouver voilà, dans ce cercle vicieux. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment des conséquences de cette crise-là. Que bon, voilà, il y aura des petits producteurs qui vont encore, cette crise-là va les poursuivre des mois et des mois, puisqu'ils n'auront pas dédié le temps nécessaire pour s'occuper de leur culture. Ils sont obligés de vivre au jour le jour. Et voilà. d'ailleurs, parce que c'est marrant, Moussa, tu me fais les transitions sur les questions qui suivent à chaque fois. Et puis Frédéric, je te laisserai rajouter quelque chose ensuite. C'est que justement, il y a quelqu'un qui pose la question, d'accord, mais dans quelle mesure l'augmentation des prix des produits alimentaires locaux peut être une opportunité pour les agriculteurs locaux? Parce qu'il dit, les carburants et les engrais ne représentent pas 100% des charges de l'agriculteur. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi plus de marge pour les agriculteurs? Est-ce que ça ne peut même pas conduire à augmenter la production locale? Peut-être que je peux réagir là-dessus. On va y Alors, venir. vas-y. Dans toute crise, il y a du bon. Et cette crise, c'est une opportunité qu'il faudrait saisir. Quand je dis « il faudrait saisir », c'est bien sûr les paysans, les paysannes, mais aussi ceux qui décident des politiques agricoles et qui conduisent les politiques dans leur pays. Effectivement, comment faire en sorte que cette crise, avec des difficultés d'accès à l'alimentation, d'accès au blé pour certains pays qui sont dépendants du blé, ou pour certains d'entre vous sur le continent ouest africain qui consommaient du blé, qui n'est pas une culture traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, mais on consomme du blé dans le pain au petit déjeuner, c'est une habitude alimentaire qui s'est fixée et ces gens-là n'ont plus accès à ça. Comment c'est une opportunité? Oui, pour redévelopper des cultures et notamment des céréales locales. C'est une vraie opportunité. Donc, je voulais revenir sur ta question précédente, Nicolas, et compléter ce que dit Moussa. Oui, très certainement, il y a des producteurs, des paysans, des paysannes qui doivent peut-être sortir leur épingle du jeu, et tant mieux, par l'augmentation des prix, par exemple sur le maïs, etc. Mais après, il ne faut pas oublier les chiffres qu'a cité Carline. Les chiffres sont là. Hein. Il y a un chiffre que tu n'as pas cité, Carline. C'est les personnes en situation de crise alimentaire aiguë qu'on estimait, alors crise alimentaire aiguë, hein, donc on est vraiment dans, enfin je ne vais pas redéfinir tout ça, mais dans les crises aiguës, on était à peu près à 150 millions de personnes en situation de crise alimentaire aiguë avant la guerre en Ukraine. Et on estime qu'on va passer à 250 millions, donc une augmentation majeure. C'est qui ces gens-là? C'est les couches pauvres des zones urbaines, des villes, des grandes villes, d'Afrique, mais d'ailleurs aussi, hein, des grandes mégapoles, des classes pauvres qui ont migré vers les villes ou des classes moyennes de bas revenus qui n'ont plus les moyens d'avoir accès à l'alimentation, de s'acheter l'alimentation. Et ça reste des paysans et des paysannes des zones rurales. Et on sait parfaitement que ça touche en particulier les gens situés dans des zones de conflit,
Donc, on peut parler du Mali, on peut parler du Burkina, si on illustre par quelques pays, des gens touchés par les zones de conflit où les services et l'accès à l'alimentation est de plus en plus difficile, y compris pour des questions d'entrave au déplacement des denrées agricoles, des produits alimentaires, et les zones qui souffrent déjà d'un changement climatique majeur. Donc, tous ces paysans et paysannes qui sont dans des zones de conflit et dans des zones où le changement climatique a déjà un impact majeur sont directement touchés et font partie de ces 100 millions de personnes en plus qui risquent de tomber dans des situations d'insécurité alimentaire aiguë. D'accord. J'avais une autre question également sur l'intensification des cultures et de l'élevage en Afrique et à savoir si l'Afrique ne devrait pas faire un pas en arrière. On ne répond pas tout de suite à cette question parce qu'il me semble qu'on va peut-être traiter ça dans la seconde partie. Alors, en revanche, j'ai une autre question et je pense que ce sera la dernière parce qu'après on va avancer, il est déjà 17h45. Alors, une question qui dit, voilà, on parle des prix de marché mondiaux comme prix de référence, mais quelle est la proportion des échanges de produits alimentaires qui est véritablement internationale? J'ai en tête que ce n'est pas très important par rapport aux échanges intra-européens ou au sein de grandes régions. Donc, quelle est la réalité de ces prix mondiaux? Alors, moi, je n'ai pas une réponse précise à cette question. J'avoue, je ne suis pas spécialiste des marchés internationaux, mais la question ou la remarque de la personne qui pose cette question, je n'ai pas son prénom là, elle est pertinente. Les prix mondiaux, ils impactent des grandes denrées, ce qu'on appelle les commodities, les grandes denrées, donc ça peut être du blé, ça peut être du cacao, du café, etc. Sur les marchés locaux et notamment régionaux, en Afrique, on rappellera et on peut rappeler que 80% de l'alimentation, on va prendre le cas de l'Afrique de l'Ouest, provient d'une alimentation locale, d'une production locale. Déjà, il faut rappeler ce chiffre parce que parfois on dit l'Afrique est sous-alimentée, etc. Oui et non, ce n'est pas complètement vrai. Il y a des gens d'insécurité alimentaire, mais il y a 80% de l'alimentation qui est produite en Afrique, consommée en Afrique, échangée en Afrique sur des marchés locaux. Cette production, quand on est dans un village africain et qu'il y a une place de marché où on va s'échanger du manioc, des tomates, des oignons, du piment, etc., celle-là n'est pas impactée majoritairement, effectivement, par les prix internationaux sur le blé, sur le café, sur le cacao. Donc, moi, je n'ai pas la réponse du pourcentage, mais il est réel que dans les échanges locaux, c'est aussi pour ça qu'il faut retourner à des échanges plus locaux et territorialisés, l'impact des bourses internationales et des marchés sur les grandes commodities est moins important. D'accord. Bon, maintenant qu'on a parlé des problèmes pendant quasiment 45 minutes, il serait peut-être temps de parler des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez également chez AVSF? Parce qu'on a tous notre part à jouer, que ce soit les politiques, les associations, mais aussi nous, peut-être en tant que consommateurs. Il me semble qu'une des premières solutions que vous prenez, et d'ailleurs, les personnes qui posaient la question, est-ce que l'agroécologie paysanne, donc, ne serait pas une des solutions? Tu veux que je réponde, Nicolas? Je t'en prie, Frédéric. Alors nous, évidemment, on va dire oui. On va dire oui parce qu'on y croit dur comme fer. Déjà, il y a l'agriculture paysanne. Il faut quand même rappeler que, alors on a cité un chiffre tout à l'heure, enfin j'ai cité un chiffre tout à l'heure sur l'Afrique de l'Ouest, là 80% de l'alimentation est produite localement, c'est un chiffre extrêmement important, et au niveau mondial, 70% de l'alimentation est produite par des paysans et des paysannes, que ce soit en France ou ailleurs, 70%, c'est pas rien. C'est-à-dire c'est la grande majorité de l'alimentation mondiale qui est produite par des petites exploitations de gens qui travaillent avec leurs mains sur des petites surfaces ou avec des animaux dans des zones pastorales. Et donc, ce n'est pas des grandes fermes intensives, ce n'est pas la ferme d'Émile Vache en Hollande, etc. C'est complété par ces agricultures de type capitaliste qu'on appelle capitaliste ou intensive, mais la grande partie de l'alimentation, c'est ça. Donc, de toute façon, l'avenir de nos agricultures passera par ces agricultures paysannes, aussi parce qu'elles représentent 500 millions de fermes, si j'utilise un mot très français, contre 30 millions de fermes dites conventionnelles. Les fermes qui utilisent le tracteur, les engrais chimiques, etc., en fait, ils sont ultra minoritaires. Donc, alors, ils sont minoritaires en termes de nombre de fermes, mais est-ce qu'ils le sont également en termes de surface agricole? Alors, non, ils le sont en termes de surface agricole. La majorité de la surface agricole utilisée aujourd'hui en agriculture l'est par des petits producteurs. D'accord. Des disparités dans les pays. Tu as des pays où il y a des grandes fermes qui concentrent, c'est le cas notamment dans les pays latino-américains, qui concentrent la surface au détriment de la production des petits, mais globalement dans le monde, la majeure partie des surfaces agricoles est aux mains des paysans. Donc, on ne fera pas l'avenir du monde et de notre alimentation sans travailler avec ces paysans.
D'autant que si on ne travaille pas avec eux, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Ils vont tomber dans la pauvreté, dans la sécurité alimentaire. Donc, on n'a pas d'autres options à proposer. Donc, on n'a pas des industries qui vont se créer partout pour employer tous ces gens. Donc, il n'y aura pas d'avenir sans les paysans. Ça, c'est notre conviction profonde. On a besoin des paysans. Alors ensuite, effectivement, c'est qu'à l'agriculture. La crise, on l'a dit tout à l'heure, c'est couper la dépendance qu'ont certains pays, qu'ont certains territoires au marché international. Il faudrait contrôler ce marché international. Excuse-moi, hein, Frédéric, je te coupe. Avant de passer sur les marchés internationaux, effectivement, c'est une autre des solutions. J'aimerais rester et j'aimerais même me faire l'avocat du diable, si tu me permets, Frédéric. Est-ce que vraiment, ce ne serait pas un petit peu utopique de penser que l'agroécologie paysanne va pouvoir nourrir toute cette population en croissance? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient quand même quand on regarde le débat public. Déjà, je ne te réponds pas du tout, puisque déjà, elle nourrit la majeure partie de la population et elle produit la majeure partie des aliments mondiaux, sans avoir dans tous les pays les soutiens dont elle a besoin. Donc, il suffirait de mettre quelques soutiens additionnels financiers, du crédit, de l'accès aux intrants, des routes pour transporter les biens, des moyens de déplacement. Il y a des paysans dans certaines zones du monde, ils n'ont pas de moyens de déplacement. Donc, ils produisent des mangues, du cacao, etc. Et tout ça pourrit dans les arbres au sol parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, ou les routes sont pourries. Donc, sans soutien, ces agricultures-là, dans beaucoup de pays du monde, ou très peu de soutien, ces agricultures produisent déjà 70%. Donc, oui, elles sont capables de produire plus. Nous ne sommes pas à dire qu'elles vont garantir l'alimentation d'une population croissante à 100%. Nous ne sommes pas pour dire qu'il ne faut pas d'autres formes d'agriculture. Mais les soutiens publics doivent majoritairement aller d'abord à ces agricultures parce qu'elles ont un potentiel de croissance de production majeur si elles avaient plus d'appui. Et alors, justement, tu parles du soutien du politique. Est-ce que tu es en train de nous dire que finalement, il n'y a que l'agro-industrie qui a un vrai soutien des politiques? Dans certains pays, je ne parle pas de l'Europe, enfin, on peut critiquer les politiques françaises, européennes, etc., mais ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui, il y a des soutiens à des agricultures paysannes. Il y a certains pays, je prends le cas du Brésil, qui s'est doté d'une politique aussi d'appui à ces agricultures qu'ils appellent familiales, en même temps qu'ils appuient ce qu'ils appellent de l'agro-business, clairement. Voilà. Dans beaucoup de pays, on se rend compte qu'il y a des politiques parfois annoncées pro-paysannes, et c'est une réalité, mais qui ne sont pas derrière suivis d'effets par manque de moyens ou de dispositifs réellement d'appui. Formation, crédit, accès aux intrants, routes, etc., etc. Donc, parfois, tu as des politiques qui l'annoncent, mais les moyens ne sont pas mis en œuvre derrière. Et globalement, effectivement, on se rend compte que ce n'est pas les paysans aujourd'hui qui ont la majeure partie des appuis publics. Voilà. Alors après, l'agroécologie, je vais juste répondre là-dessus. Oui, l'agroécologie, c'est la solution de demain, mais ça, je pense là, en tout cas, entre nous, on prêche entre convaincus. J'espère que les personnes qui nous écoutent vont être convaincues. Pourquoi? Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui auraient besoin d'arguments, donc il faut les donner aussi. Parce que l'agroécologie, si on veut retrouver des souverainetés alimentaires, que des pays, que des territoires retrouvent un peu plus de souveraineté, qui dépendent moins des marchés internationaux. On a parlé du prix des engrais. Donc, concrètement, utilisons moins d'engrais. Mais ça, c'était d'ailleurs une question que j'avais pour Moussa, mais je te laisse terminer sur le fait que l'agroécologie, c'est l'avenir. Utilisons moins d'engrais, non seulement parce que ça coûte cher, donc ça coûte cher aux paysans, ça coûte cher aux États, mais aussi parce que les engrais, c'est une hérésie au niveau climatique. Parce qu'il faut les produire, il faut les transformer, et que tout ça nous coûte, climatiquement parlant, à la planète entière. Donc, pour plein de raisons multiples et variées, là je ne cite que l'économique et le climatique, il faut diminuer l'usage d'engrais dans nos agricultures. L'agroécologie, c'est ce qu'elle propose. L'agroécologie, c'est de dire, de manière très simple, l'agroécologie, c'est quoi? C'est de revenir à du bon sens, c'est-à-dire de dire ce que nous donne la nature, le soleil, l'air, l'azote qui est dans le sol, l'eau, utilisons ça au maximum avant de penser des apports externes, notamment chimiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en utiliser de temps en temps. Ça, c'est le bio. Et peut-être qu'on arrivera au bio. Mais chaque fois qu'on le peut, pensons d'abord comment utiliser les ressources naturelles que nous fournit la planète. Or, dans les modèles agricoles d'aujourd'hui, on ne pense pas toujours comme ça. Voilà. Donc, pour ces raisons-là, l'agroécologie, c'est la solution et les agricultures paysannes sont absolument nécessaires. Et justement, moi, je voulais te demander, Moussa, qu'est-ce qu'on a comme alternative aux intrants extérieurs? Parce que là, on parle d'agriculture paysanne, du prix de la hausse des intrants. Comment on peut faire pour s'en passer? Il faut que tu remettes ton micro à nouveau. Oui, mon micro, voilà. Oui, oui moi, je pense que pour rebondir, aborder dans le même sens que Frédéric sur l'agroécologie, moi, je vais donner un exemple concret. Nous, on travaille ici
avec le réseau national des acteurs de l'agroécologie RENAT au Togo, où nous avons depuis 2 ans, on essaie de dérouler des séances de sensibilisation pour trouver déjà des alternatives aux engrais chimiques, tu vois, pour pouvoir travailler, sensibiliser au niveau des fermes, des producteurs, des coopératives. Mais je vous dis que ça commence à faire bouger les lignes, hein. Ça commence à faire bouger les lignes, puisque, quand on dit, puisque c'est une agriculture qui respecte beaucoup plus l'environnement, c'est le plan santé. Donc voilà, il y a des émissions qui sont organisées avec des débats et autres. Et les gens commencent à prendre conscience quand même que c'est quelque chose, c'est en fait, vu aussi le prix des engrais, je vous ai dit tout à l'heure, un sac d'engrais à 18 000, c'est pas donné, hein, 18 000 francs ici. Je vous disais tout à l'heure que le SMIC ici, il est à 57 euros. Hein. Donc, lever 18 000 pour acheter un sac d'engrais, c'est pas donné, quoi. Donc, je pense que ça, c'est ces alternatives d'agroécologie, c'est vraiment, moi, je pense que c'est le bon chemin, quoi. Oui, d'accord. Alors justement, Bon. la question, c'est Maintenant, quelles sont-elles les alternatives? Voilà. Maintenant, si les alternatives, en fait, compte tenu de tout ça, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup plus pour voir comment intégrer, puisque c'est ça, on parlait de production, comment intégrer les céréales, par exemple, pour faire la substitution du blé aux céréales, voilà, qui sont construits ici, que ce soit le sorgho, que ce soit le mil, que ce soit le maïs, pour faire le pain. Aujourd'hui, vous allez dans certains pays comme le Sénégal, il y a déjà des organisations qui commencent à incorporer progressivement des céréales locaux pour remplacer le blé. Et ça, c'est tellement important puisque ça permet déjà, ce que disait Frédéric, de se départir de cette dépendance, mais aussi en termes d'auto-emploi, puisque n'oublions pas tout ce qui est partie transformation, parce que si vous voyez les femmes en Afrique, hein, au bord des routes et autres, elles sont avec le fourneau, avec un peu d'huile, avec un peu de farine pour faire des beignets, pour faire ceci et cela. Donc, si tout ce travail, ces substitutions-là, elles gagnent du terrain, moi, je pense en termes d'auto-emploi, en termes de promotion des cultures céréalières, c'est quelque chose qui va avoir un impact assez important pour les pays africains. Et ça commence à se faire dans certains pays déjà, quoi. Alors là, Moussa, tu es en train de déjà répondre à la solution suivante, qui est de comment consommer autrement, plus localement. C'est une des solutions, comment produire différemment. Mais moi, j'avais vraiment envie de donner des alternatives aux intrants en agroécologie. Est-ce que Frédéric, toi, tu peux répondre à ça? Oui, enfin, juste pour compléter sur cette question. Alors, quand on parle d'intrants, déjà, soyons clairs, on parle de quoi, hein? On parle d'engrais, on parle de pesticides, d'insecticides, tout ce qu'on rajoute sur le champ, finalement, qui vient de l'extérieur. Des ravageurs, des insectes malfaisants pour les cultures, etc. C'est ça ce qu'on appelle les intrants. Okay, bon, oui, il y a des alternatives. Nous, on travaille sur des alternatives, notamment les biopesticides, par exemple, comment pouvoir travailler à la fabrication de pesticides qui ne soient pas uniquement issus de la chimie. Donc, en utilisant, et nombre de paysans d'ailleurs sont eux-mêmes porteurs de solutions, des produits naturels. En Afrique, on connaît très bien le Nîmes, l'huile de Nîmes, qui est un arbre qu'on peut utiliser, qui peut être dangereux à haute dose. Hein. On ne dit pas non plus qu'utiliser le naturel n'est pas dangereux. Il faut savoir le doser, il faut savoir le préparer. Mais nous travaillons avec les organisations paysannes à travailler sur des fabrications de pesticides ou d'engrais à partir de produits naturels. Voilà. Et donc, il y a plein d'expériences sur le continent africain. Il y en a énormément. Nous, cette année, nous avons produit un guide sur les alternatives à tout ce qui est insecticides, pesticides, produits vétérinaires, y compris antibiotiques, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout remplacer, mais en tout cas, à chaque fois, encore une fois, se creuser la tête en disant qu'est-ce qu'on a à proposer. En matière d'engrais, naturellement, on pense tout de suite au compost, c'est-à-dire comment on utilise les excréments des poules, des vaches, etc., non seulement pour les épandre comme ça, mais pour les travailler, pour les mélanger avec d'autres produits naturels, déjà de la paille, de la cendre, etc., et pour en faire un engrais de grande qualité qui permettent de se substituer à l'urée ou d'autres produits chimiquement. Voilà. Donc, il y a plein de solutions qui existent et on y travaille. Et alors, justement, Moussa, tu voulais parler de la deuxième solution qui finalement qui est de relocaliser les filières pour une plus grande souveraineté alimentaire. Quand on a préparé ce webinaire, tu me parlais du fait que
vous mangiez beaucoup de pain avec du blé, alors que beaucoup de blé est importé. Évidemment qu'il y a des solutions toutes simples. Tu voulais en parler? Oui, effectivement, moi, c'est vrai que j'avais déjà anticipé cette question-là. Je disais qu'il y a de plus en plus, il faut, Frédéric parlait tout à l'heure de souveraineté alimentaire, ça fait partie d'une des stratégies, en fait. C'est-à-dire, au lieu d'attendre d'importer du blé pour faire du pain, on consomme beaucoup de pain en Afrique, que ce soit pour le petit déjeuner, mais aussi le soir ou bien pour faire le petit commerce des femmes. C'est que de plus en plus, on essaie de substituer ce blé à des céréales sèches, mil, le sorgho, le maïs. Et voilà. Donc, progressivement, ça est en train de donner des résultats assez intéressants. Si on prend un pays comme le Sénégal, il y a des organisations maintenant qui ont accompagné des coopératives, des boulangers pour faire ce pain-là. Vous pouvez le trouver n'importe où pour l'acheter au petit matin. Et ce que je disais, c'est tellement important que ça touche aussi un maillon assez sensible de la vie sociale, c'est les femmes. C'est-à-dire, les femmes, elles travaillent beaucoup sur tout ce qui est transformation. Elles ont leur petit commerce qu'elles font pour faire des beignets et autres. Et c'est souvent des farines qui sont utilisées, des farines qui sont importées. Donc là, il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait pour former ces femmes-là, pour qu'il y ait la substitution de ces farines-là avec des céréales sèches qui sont cultivées localement. Donc ça va permettre en ce moment de tirer la production, mais aussi de pouvoir garder la plus-value au niveau des femmes avec la transformation qu'elles feront sur place. Donc ça, c'est vraiment des chantiers qui sont vraiment bien lancés en Afrique, que ce soit au Sénégal, même au Togo ici. Est-ce que Frédéric ou Carline, vous vouliez rebondir sur cette question de la relocalisation des productions? Moi, juste rajouter à Moussa que bon, c'est quelque chose qu'on vit un petit peu, qui se discute aussi beaucoup, vous le savez, enfin, j'imagine que certains des personnes qui suivent ce webinaire le savent, qui se discutent beaucoup en France, hein, ce qu'on appelle les systèmes alimentaires territorialisés dans des mots complexes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut refaire de la production diversifiée au niveau du territoire et limiter finalement les chaînes très longues parfois de distribution ou d'importation. Donc là, tu viens de citer l'exemple de la valorisation des céréales locales, Moussa. On peut parler sur le lait. Enfin, le lait, c'est aussi quelque chose qui est énormément consommé dans certains pays. Si on parle du continent africain, nous sommes des grands exportateurs de poudre de lait sur le continent africain. Donc, comment on peut retravailler aussi à la production laitière locale? C'est ce qu'on fait aussi, à travailler sur l'appui à la production, l'amélioration de la productivité, c'est-à-dire la quantité de lait produite pour chaque vache, l'amélioration de la transformation par la mise en place de petites laiteries qui créent des emplois par ailleurs, pour des jeunes, pour des femmes, pour des hommes au niveau local. Donc voilà, donc sur plein de produits, il y a des marges de progrès pour relocaliser la production. On a une expérience au Sénégal. On mange tous des noix de cajou dans nos apéritifs, j'imagine, enfin beaucoup d'entre nous. Au Sénégal, c'est une zone très connue que Moussa connaît fort bien de production de noix de cajou de grande qualité, très recherchée sur le marché international. Aujourd'hui, il se passe quoi? Ce sont des Vietnamiens et des Indiens qui achètent la nacarde, la noix de cajou au Sénégal, qui la transforment en Inde au Vietnam. Donc, la plus-value, elle est faite là-bas, en Inde au Vietnam. Tant mieux d'ailleurs pour les Indiens et les Vietnamiens, mais c'est au détriment des paysans sénégalais. Puis ensuite, c'est réexporté sur l'Europe, mais aussi au Sénégal. Donc, c'est une hérésie. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi améliorer, y compris sur des produits qui sont parfois exportés, l'augmentation de la valeur ajoutée localement, et faire gagner ces pays en valeur ajoutée et en autonomie. D'accord. Carline, toi, tu voulais rebondir effectivement sur la troisième solution, hein, que ce soit sur la spéculation sur les marchés ou les solutions qui visent en tout cas à combattre la volatilité des prix. Oui, parce qu'on l'a bien dit, hein, là on a évoqué l'ensemble des solutions à moyen terme qui nous semblent importantes de soutenir, c'est-à-dire cette transition agroécologique qui pour nous est une vraie réponse à ces enjeux de faim dans le monde. Mais il y a aussi, on l'a vu en début de webinaire, hein, c'est-à-dire que cette question de la volatilité des prix, elle reste aussi à combattre et trouver des mesures pour que
on en finisse avec ce travers économique qui dérégule et qui impacte fortement ces agricultures paysannes. Donc, c'est des enjeux beaucoup plus macro, mais qui sont essentiels, complémentaires, bien sûr, à tout ce qu'on vient de dire. Mais là, il y a le niveau national et le niveau international qu'il faut réguler et sur lequel il faut combattre cette volatilité. Donc, au niveau national, donc dans les pays du Sud, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a une nécessaire protection commerciale, régulation des exportations. Alors, aux douanes, c'est là qu'on peut effectivement réguler un certain nombre de choses. Nous, on propose des choses qui sont reprises par beaucoup d'ONG, notamment qui ne sont pas en distorsion totale avec les règles de l'OMC, notamment sur la question des prélèvements variables des droits de douane. C'est-à-dire que lors de crise, les pays pourraient se protéger de manière spécifique à un temps donné sur certains produits notamment. Ça vient aussi en complément de politiques de stockage, des stocks publics, régionaux ou même privés, c'est-à-dire que les paysans, les organisations paysannes puissent faire des stocks dans leur village ou dans leur commune. Donc, il faut une révision des règles du commerce international, de l'OMC, mais des accords commerciaux bilatéraux aussi. Ça, c'est essentiel pour protéger ces marchés nationaux. Au niveau international, pour finir en 2 mots, il y a aussi des propositions de créer des stocks régulateurs mondiaux. Et trouver des moyens, bien sûr, d'en finir avec la spéculation financière sur les biens alimentaires. Donc, ça, c'est des règles qui doivent être revues et je pense que c'est l'un des enjeux les plus complexes à mettre en place. Mais effectivement, les biens alimentaires ne devraient pas faire l'objet de spéculation financière. Et puis, Évidemment. encore une fois, il nous semble aussi important de dire que les soutiens publics, par exemple, aux agrocarburants de première génération, ceux qui viennent concurrencer directement la production alimentaire, ne devraient pas avoir lieu non plus. Enfin, il y a tout un tas de mesures qui pourraient être mises en place pour que, au niveau macro et au niveau des prix et des échanges commerciaux mondiaux, les choses soient plus favorables à ces agriculteurs paysannes et au développement de cette transition agroécologique dont on a parlé juste avant. Et alors, moi, j'aurais une question pour tous les 3, parce que depuis tout à l'heure, on dit il faut faire ci, on doit faire ça, mais les participants de ce webinaire, peut-être qu'ils se posent la question, OK, il faut faire ci, il faut faire ça, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Parce qu'on aimerait bien que tout ça se mette en place, mais qu'est-ce que nous, on peut faire finalement? Qui veut répondre à cette question difficile? Frédéric? Peut-être juste un mot sur là, bien évidemment, je viens d'évoquer des choses très macroéconomiques. Là, on n'a pas forcément… Et en même temps, on est citoyen et on a un pouvoir de vote aussi qui peut aller dans ce sens-là, parce qu'il y a des choses qui se règlent à ces niveaux politiques, nous, citoyens, sur lesquels on peut avoir un impact. Mais moi, je dirais, en tant que consommateur, on vient d'évoquer ces filières paysannes qui sont sur des marchés internationaux impliqués dans des filières équitables. Et donc, en tant que consommateur français, on peut faire des choix aussi de consommation sur des produits qu'on n'a pas en France, cacao, café, et qui vont soutenir ces petits paysans dans ces pays producteurs. Par exemple, ça c'est un des leviers. Un des moyens, un des leviers. Oui, moi je dirais, je compléterai ce que dit Carline. Que peut faire les citoyens que nous sommes, là je dis français, par rapport à ça? Moi je dirais 3 choses. C'est ce que dit Carline d'abord, être exemplaire sur notre propre territoire, parce que ce dont on parle, c'est des questions qui se posent ici aussi. Que la France devient plus souveraine alimentairement parlant, en protégeant notre santé, en protégeant nos paysans, en permettant qu'ils soient rémunérés correctement, sans non plus que ça nous coûte trop cher, parce qu'on regarde tous notre portefeuille aussi. Voilà, donc c'est les mêmes questions, dans des conditions très différentes. On a plus de moyens actuellement en France que sans doute le Togo, au niveau soutien public, etc., pour jouer. Mais donc déjà, soyons exemplaires, parce que de toute façon, les combats sont communs et les organisations paysannes sont toutes en réseau. Ce n'est pas une question du Sud, une question du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Sur la scène internationale, lorsqu'il y a des négociations internationales, notamment à Rome, parce que c'est là que sont
les organisations où tous les États discutent de recommandations sur l'alimentation de demain, les organisations paysannes sont souvent présentes, et qu'elles soient françaises, sénégalaises, péruviennes ou autres, elles sont toutes en réseau et elles s'appuient sur des expériences dans des pays. Et peu importe quels que soient ces pays. Donc, si en France, on devient aussi exemplaire, on contribuera à montrer que ces schémas d'agriculture paysanne, d'agriculture plus localisée, sans renoncer aux importations. Moi, je veux mon café, mon cacao, et on n'en produit pas en France, ça sert de ma part. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre, mais des agricultures plus raisonnables à tout niveau, économiquement, climatiquement, et qui protègent les paysans, qui les font vivre dignement. Soyons exemplaires, première chose. Deuxième chose, on est citoyen, donc on a accès aussi à… Alors, excuse-moi, je complète simplement sur la première chose pour vraiment accompagner les gens. Donc, tu dis, soyons exemplaires sur notre façon de consommer. Est-ce que, du coup, ça veut dire que, qu'est-ce que tu peux recommander? Est-ce qu'il y a des logos, je veux dire, commerce équitable, ce genre de choses? Est-ce que c'est à ça dont tu parles? C'est Oui, ce genre de filière-là? C'est acheter tous les produits qui sont issus des territoires. Il y a plusieurs labels en France qui nous garantissent aujourd'hui des produits, y compris qui sont passés des labels européens, les AOP, les produits avec des indications géographiques protégées, qui sont issus des territoires. C'est bien sûr toutes les filières du commerce équitable, qui n'est plus aujourd'hui qu'une question nord-sud. Vous savez qu'il y a énormément de produits du commerce équitable aussi aujourd'hui avec des organisations paysannes françaises impliquées dans des réseaux de commerce équitable franco-français. Voilà, recherchons ces produits-là qui mettent en valeur des productions paysannes et qui garantissent la vie sur nos territoires ruraux et par ailleurs notre santé. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est citoyen, donc on a tous accès aussi à nos élus, nos maires, nos députés, nos sénateurs, et c'est eux qui font les politiques en France. Et c'est eux aussi qui définissent les politiques pour notre agriculture, en tout cas qui participent à cette définition, qui tentent d'influer, et notre gouvernement et l'Europe, et puis qui aussi travaillent sur la politique de coopération avec les autres pays tiers, notamment les pays africains, latino-américains et autres. Ces députés, ces sénateurs, ils sont importants et il faut aussi travailler avec eux, leur dire qu'est-ce qu'on veut. Moi, je crois que c'est aussi notre rôle de citoyen quand on peut y avoir accès. Puis le troisième rôle, il est tout bête, c'est de soutenir tous ceux en France ou à l'étranger comme nous qui sommes dans ces dynamiques d'appui à des organisations paysannes qui se battent pour ça. Voilà, et je crois qu'en France, dans certaines régions françaises aussi, des organisations qui soutiennent des organisations paysannes ont parfois des difficultés à agir aujourd'hui. Nous recherchons toujours des appuis, des engagements militants, des engagements financiers pour soutenir notre action. Voilà 3 manières d'agir au service des combats qu'on porte. Non, effectivement, tu vas pas oser le dire parce que tu es quand même le directeur d'AVSF, mais en gros, effectivement, si vous pouvez soutenir financièrement AVSF, entre autres, qui porte ce combat, il y a des gens qui travaillent pour nous, pour ces questions-là, et ce serait bien de pouvoir les rémunérer. Donc, j'en profite pour vous remercier pour le travail que vous faites tous les trois, ainsi que toutes les équipes qui organisent cette conférence et avec qui j'ai eu la chance d'échanger jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Moussa, tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on va terminer sur les questions du public? Moussa ou Caroline, mais oui. Comme Moussa n'a pas pris la parole. Oui, ce que j'allais rajouter, c'est que nous, ici, au niveau des pays du Sud, c'est vraiment aussi se mettre à l'idée qu'il faudrait bien qu'on travaille sur la promotion du consommé local. C'est important. C'est-à-dire, ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est les petits paysans qui nous nourrissent ici. Ce n'est pas le maïs ou je ne sais pas quoi qui vient de l'Ukraine ou de l'Ukraine. Non, c'est les petits paysans qui sont dans les villages ici. C'est à partir de ça que nous vivons. Donc, moi, je pense que c'est important que nous, qu'on puisse encourager ces paysans-là. Déjà, c'est d'orienter notre consommation sur ces produits locaux. Donc, vraiment, en essayant de s'approvisionner soit directement, soit en lien, faire voilà, des conventions avec les communes. Donc, nous, on a une petite expérience de ça au niveau d'AVSF, où on a vraiment fait la promotion du consommé local par la promotion de mise en place de boutiques multiservices qui va pour que les consommateurs, puisque c'est ça aussi le problème, pour que le consommateur puisse accéder à ces produits locaux. Parce que quelquefois, même si tu veux acheter et que si tu n'as pas accès, ça pose problème. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises à travers plusieurs projets d'AVSF dans plusieurs pays sur ces conventions tripartites avec voilà, les communes, les associations de parents d'élèves dans le cadre du lait, consommer le lait dans les écoles. Voilà. Moi, je pense que ça aussi, cette dynamique-là, il faut qu'on puisse la garder pour que la commande publique africaine aussi puisse comprendre que, bon, voilà, ce sont ces petits producteurs-là qui nous nourrissent, donc il faudrait qu'on les encourage en consommant leurs produits
s'il s'agit de faire une commande publique aussi, de passer par ces producteurs. Tu fais bien de le rappeler, Moussa, parce qu'effectivement, durant ce webinaire, on avait des gens du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo également. Donc, merci à vous de vous être connectés et d'avoir participé aussi à ce webinaire. On va passer aux questions. On en a quelques-unes. Et puis, si vous voulez nous en poser, n'hésitez pas à les écrire dans la partie Q&A, parce qu'on va bientôt terminer ce webinaire. Moi, j'avais une question que j'aimais bien, parce que je la trouve un petit peu subversive. Est-ce que les OGM peuvent être une alternative dans certains cas? Qui s'y colle? Moi, je vais commencer la réponse. Je vais dire, avant de penser OGM, génomique, ces grands mots, là, les biotechnologies et autres, pensons aux solutions évidentes que nous avons déjà sous la main et que nous n'utilisons pas. Les OGM, peut-être dans certains cas, notamment sur des recherches santé médicale, peuvent être utiles, mais en agriculture, franchement, ce n'est pas la première solution. D'autant que les OGM, alors bien sûr, on nous fait miroiter le progrès technologique, des semences plus productives, etc. Oui, mais derrière, c'est aussi des questions de dépendance. Un petit paysan du fin fond du Burkina Faso lui proposer des OGM, c'est de la dépendance. Et puis, vous savez ce qui s'est passé en Inde, enfin, peut-être que vous savez ce qui s'est passé en Inde ou dans d'autres pays avec les OGM, qui ont provoqué des dépendances terribles, parce que les OGM, ça marche si derrière, on achète les engrais et les autres intrants chimiques qui vont avec. C'est une chaîne économique, il ne faut pas se leurrer. Donc, les OGM peuvent être intéressantes du point de vue conceptuel sur du progrès technique, mais si on regarde bien à moyen terme, c'est de la dépendance accrue pour les paysans. Donc, ce n'est pas une solution adaptée aux petits paysanats, et ce n'est d'autant pas que nous en avons d'autres. Donc, regardons les autres, bien moins coûteuses, bien plus accessibles, qui font appel, y compris dans certains cas, des processus naturels avec une productivité, avant de penser la modernité via les OGM, via le tracteur ou via d'autres choses. Voilà ce que je mettrai comme réponse. Et alors, super, merci Frédéric. Alors justement, on peut revenir sur la question qu'on avait tout à l'heure de quelqu'un qui nous demandait si finalement le fait que l'Afrique veuille faire de l'élevage intensif à l'européenne, est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir la chose et de revenir un petit peu en arrière? Alors, qui veut répondre à ça? Moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais alors, revenir en arrière par rapport à l'élevage intensif, c'est ça? C'est-à-dire qu'à priori, oui, il y a quand même une forte majorité de gens qui voudraient faire de la production intensive comme on le fait en Europe, en Occident, en Afrique. Et la personne demandait, est-ce que c'est peut-être pas une erreur? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir en arrière? Mais je pense qu'on a un petit peu la réponse quand on parlait d'agriculture paysanne. La question évidente, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ce qu'on attend de l'agriculture de demain ou de l'élevage de demain, c'est de la production de qualité. C'est aussi dans beaucoup de pays qui ont beaucoup de jeunesse, de main-d'œuvre, etc., de créer de l'emploi. Et l'emploi, il est d'abord dans les fermes paysannes. Si on crée une énorme usine de production de poulets, de vaches intensives, certes, ça va employer 20 ou 30 personnes et à côté, les paysans vont mourir de faim, sans emploi. Donc, ce n'est pas la solution. Il faut bien voir qu'à l'agriculture, on lui demande de répondre certes à produire, mais aussi à protéger l'environnement, à protéger notre climat, à créer de l'emploi sur le territoire. Donc, la grande ferme, c'est un schéma totalement théorique, totalement idéologique, et nous-mêmes, on y revient. Enfin, soyons clairs, en Europe, il y a certains, bien sûr, qui y croient encore, on en fait encore un peu, mais franchement, on en revient tous. On sait que voilà, la grande ferme, c'est un peu un mythe. Par ailleurs, il y a eu des problèmes de contamination, etc. Après, on ne dit pas, et nous ne disons pas qu'il ne faut pas un peu améliorer les pratiques d'élevage. Et nous travaillons là-dessus. Nous travaillons sur la mise en place d'étables améliorées, sur la mise en place de poulaillers améliorés. Donc, il y a des méthodes d'intensification plus douces que la grande ferme qui sont beaucoup plus accessibles aux paysans, et c'est ça la solution. Et moi, je compléterais sur cette question d'élevage en disant deux mots sur aussi une forme d'élevage qui est très prégnante en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel notamment, qui est le pastoralisme, et qui est… pour moi, revenir en arrière n'est pas forcément le terme adapté, parce que il faut au contraire le voir comme étant un élevage qui pourrait être force d'emploi, qui peut être un élevage aussi intéressant en termes d'impact climatique, parce que très extensif, pas forcément avec les mêmes, en tout cas avec des pratiques qui ne sont pas les plus polluantes qui soient, en tout cas beaucoup moins que l'élevage
industrielle, ça on le sait. Il y a des formes d'élevage qui existent en Afrique et qui ont un potentiel de production en plus qui est important. Et il faudrait plutôt que les politiques publiques soutiennent ces élevages-là qui existent, qui aujourd'hui ont fait leur preuve dans plein de domaines, dans l'emploi, dans plein de choses, et qui peuvent répondre à des besoins de consommateurs, même urbains. Donc, voilà, essayons aussi déjà de soutenir, de promouvoir et de valoriser ces productions. Enfin, c'est la même chose que les productions locales dont on parlait tout à l'heure. Les productions laitières des agropasteurs peuvent être une solution avant celle des 1000 vaches. Et justement, c'est très bien que tu parles de la ferme des 1000 vaches parce que, et Frédéric en parlait aussi, des grandes fermes. Et il y avait une question justement de quelqu'un qui me disait, vous ne parlez pas du foncier en France. Et c'est vrai que et je suis bien placé en tant que porteur de projet agricole pour vous en parler. On a aussi un problème de foncier en France chez nous. C'est-à-dire que les fermes vont à l'agrandissement quand même chez nous. On galère à trouver du terrain. Il y a beaucoup d'artificialisation des sols. Est-ce que vous pouvez toucher 2 mots là-dessus? Moussa, sans doute, peut répondre là-dessus. Ouais. Sur le foncier, ouais. Nicolas, sur le foncier, donc c'est des questions sur lesquelles déjà AVSF travaille là-dessus dans plusieurs pays. Moi, j'étais avant au Sénégal où nous avions un projet sur les unités pastorales. Les unités pastorales, c'est un espace, où les éleveurs ils l'utilisent pour l'abreuvement, pour l'alimentation. Voilà, c'est commune à plusieurs. Et dans ces unités pastorales, il y a tout un travail qui est fait avec l'ensemble des utilisateurs pour l'utilisation de l'espace. Donc, vraiment, c'est des cadres de concertation animés avec plusieurs représentants, soit des éleveurs, les communes, les services techniques, pour essayer de donner une vocation aux différents espaces. Donc, qui permet aussi de dégager les espaces qui puissent permettre aux animaux d'accéder au point d'eau, qui puissent permettre ceux qui font l'agriculture de ne pas avoir. Donc, voilà. Donc, ces questions foncières sont vraiment bien abordées au niveau de certains projets, notamment les projets qui ont la thématique pastoralisme, abordent de manière très approfondie pour lancer une concertation avec l'ensemble des acteurs pour qu'il y ait moins de conflits, et pour que l'utilisation aussi soit rationnelle dans la durée. Puisque tout ça, ce qu'il faut calculer, c'est que ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est que nous essayons de travailler pour que les paysans déjà, qu'ils puissent être autonomes, mais aussi que ce soit un système qui puisse être pérennisé, qui puisse être périn et aussi qui puisse se démultiplier. Donc, je vais profiter de l'occasion pour parler un petit producteur, un petit éleveur. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas se moderniser, c'est ce que disait Frédéric tout à l'heure. On a mis tout un dispositif, il suffit de travailler sur certains aspects clés de la production, notamment la santé, l'alimentation, voilà, certains éléments clés pour lui permettre progressivement d'améliorer sa production et d'améliorer son cheptel. Voilà. Moi, j'ai des exemples patents. Frédéric le disait, on a beaucoup travaillé sur la filière lait, notamment en Casamance, au Sénégal, où les gens, à un certain moment, à partir de janvier jusqu'en juin, ils n'avaient même pas un litre de lait. Aujourd'hui, vous allez dans ces élevages-là, ce sont tous des gens qui te produisent 20-30 litres de lait, qui ont changé leur habitat, ils ont le panneau solaire, ils ont la moto, ils ont les enfants qui sont à l'école. Donc, moi, je pense que c'est ça aussi le modernisme aussi. Cette intensification, c'est ça. Hein? Moi, je pense que c'est accompagner les gens sur ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils ont, et pour qu'ils puissent améliorer leur production. Et ça, moi, je pense que les petits producteurs sont bien capables d'aller à cette évolution-là. Alors, Frédéric, tu voulais compléter, mais moi, j'aimerais réagir aussi parce que la question parlait vraiment à la base du foncier agricole en France, de ce problème-là. Donc, Frédéric, je te laisse prendre la parole. Donc, si j'ai bien compris ta question, c'est
quid du foncier dans les pays où on travaille? Et est-ce que c'est un sujet important? Oui, parce qu'on le Moi, je voit, te nous, réponds. en France, que les fermes n'arrêtent pas de s'agrandir et que nous, en tant que petits porteurs de projet, moi, en tout cas, c'est mon cas avec mon associé, on est un petit porteur de projet, les petits paysans, on ne trouve pas de terre parce qu'on nous vend que des trucs de 30, 50 hectares, alors que moi, comme sur les fermes où vous travaillez, nous, on n'aurait besoin que de 5 hectares et on n'arrive pas à les trouver. Oui, ça, c'est la problématique française que tu connais bien, parce que d'autres connaissent bien et que tu connais bien. La problématique est un peu différente dans les pays où on travaille. Elle est très différente d'un pays à un autre et d'un continent à un autre. Mais c'est un problème majeur. Quand on parle de soutenir les agricultures paysannes et la transition agroécologique, il n'y aura pas de transition agroécologique si un paysan n'a pas la sûreté de sa terre. Ça ne veut pas dire forcément la propriété, mais ça veut dire être sûr que pendant 10-15 ans, personne ne va venir lui piquer sa terre. Voilà. Donc, déjà, oui, on travaille sur le foncier, sur les questions de sécurisation. Comment faire en sorte que des paysans ou des paysannes accèdent à la terre s'ils ne l'ont pas? Et les paysannes, c'est un autre sujet, puisque les femmes ont souvent très peu accès aux ressources foncières pour des questions aussi culturelles dans certains pays, et le sécurise à moyen terme. Donc, on travaille sur ces questions. Dans certains pays, ça va même, je pense, en Amérique latine, nous appuyons des organisations indigènes. C'est le cas en Équateur. Les organisations indigènes que nous appuyons viennent d'introduire à l'Assemblée nationale une demande de révision de la loi sur la terre qui vient d'être approuvée par le Parlement équatorien pour réviser une loi qui est totalement inéquitable et qui fait qu'en Équateur, il y a encore 15% des agriculteurs qui détiennent 75% des ressources foncières. Et ces agriculteurs, c'est effectivement ce qu'on appelle des haciendas, des immenses propriétaires qui sont toujours là. Donc, effectivement, et ces organisations indigènes que nous appuyons sont parvenues à demander la révision de cette loi. Donc, c'est aussi des questions éminemment politiques. L'autre question qui se pose sur la terre, c'est aussi les questions de transmission dans certains pays. C'est comment faire en sorte que lorsque des familles ont de nombreux enfants, comment pense-t-on la transmission aux enfants? Et ça, c'est aussi des questions qui ne sont pas simples, y compris dans des contextes culturels très différents, où l'accès au foncier des jeunes n'est pas toujours facile, même s'il ne s'agit que d'un enfant dans la famille. Donc, comment faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès à un lopin de terre qui leur permette de démarrer? Et par ailleurs, comment lutter aussi, et c'est quelque chose qu'on a vécu en France aussi à un moment, comment lutter contre la trop grande division des terres. Parce que moi, je suis père, j'ai 6 enfants, je donne un petit bout de terre à mes 6 enfants, mais je leur donne un truc où ils ne vont pas pouvoir vivre. Enfin, soyons conscients de ça. Bien sûr. Donc, on accompagne aussi des jeunes des territoires ruraux, des jeunes fils ou filles de paysans, peut-être aussi certains à sortir de l'agriculture, parce qu'ils savent pertinemment que les 6 ne pourront pas vivre sur le bout de terre, les 4 ou 5 hectares dont mon père ou ma mère dispose. Si on se divise ça, on ne pourra pas en vivre. Donc peut-être que moi, il faut que j'aille faire autre chose et que toi, tu gardes une partie de la terre. C'est des questions qui ont été posées aussi en France. Donc toutes ces questions, elles sont absolument fondamentales si on veut stabiliser des agricultures paysannes et investir pour de la transition agroécologique. Une question peut-être plus pour Carline. On me demande, est-ce que AVSF soutient certains types de régulation pour les échanges internationaux? On participe avec d'autres ONG, nos collègues qui travaillent sur les questions d'agriculture comme nous, à des campagnes. Et notamment, on mène un plaidoyer sur ces questions de régulation. C'est-à-dire qu'on dialogue avec les pouvoirs publics et les institutions internationales également. Alors, pas nous seulement AVSF, mais avec d'autres pour avoir plus de poids. Et on tente de présenter, de proposer, de recommander nos mesures, celles qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment vis-à-vis des accords commerciaux bilatéraux, par exemple, sur les accords de libre-échange qui ont trait entre l'Europe et l'Afrique, par exemple. Notre rôle, nous, ONG, ici en France, en Europe, c'est d'aller voir les pouvoirs publics français, européens, pour tenter de montrer en quoi ces accords sont liberticides, mais pas seulement, ont de vraies conséquences, un vrai impact sur le développement des filières locales. Et encore une fois, c'est ce qu'on a montré, hein, c'est que les filières locales doivent être soutenues, développées, et c'est une des clés des questions de résolution des fins. Donc, on mène un plaidoyer
on mène des campagnes aussi de sensibilisation aussi quelquefois, parce que j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur la sensibilisation. Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici en France, là-dessus? Donc, on va dialoguer avec les pouvoirs publics et on sensibilise aussi le grand public, voire les jeunes, très jeunes, puisqu'on a des modules qui s'adressent à des élèves de primaire sur le commerce équitable, sur l'agriculture paysanne, sur l'élevage paysan. Même chose vers les collèges, lycées, et puis des conférences débats. On participe à la campagne alimentaire, elle a été citée aussi tout à l'heure. Donc voilà, on est présent en France sur ces questions de sensibilisation, de mobilisation du public français. Merci, Caroline. Alors, écoutez, je pense ça fait 1h30 qu'on discute tous ensemble, donc je pense qu'on va peut-être conclure. Je ne sais pas si Frédéric, toi, tu as un petit mot pour la fin. En tout cas, je voulais remercier tous les gens qui ont participé à ce webinaire, parce qu'on a eu beaucoup de chance. J'ai vu plein de gens, parce que c'est vrai que ça fait déjà 1h30, on avait dit que ça faisait 1 heure, donc il y a eu plein de messages dans le chat de gens qui nous ont remerciés, qui vous ont remercié, vous, pour ce que vous faites et qui ont dû y aller, malheureusement. Est-ce que Frédéric, tu as un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Non, déjà remercier tous ceux qui sont là. Moi, je ne les vois pas, donc je sais que vous êtes nombreux. Merci à vous d'avoir participé à ça. On est très contents de pouvoir dialoguer un peu en direct de temps en temps avec vous. Comme l'a dit Caroline, notre rôle, c'est aussi de parler avec des citoyens français qui s'intéressent à ces questions et veulent, avec nous, faire un peu bouger le monde. C'est un peu prétentieux de dire ça et on est petits, chacun de son côté, mais si on se met ensemble, on peut faire bouger le monde. Nous, on tente de le faire avec nos 300 collègues. Merci à eux. Ils sont comme Moussa, sénégalais, togolais, cambodgiens, péruviens, etc., partout dans le monde. Donc, c'est en militant en force qu'on ira plus loin. Et on a évoqué les solutions. Il y en a. À nous de les faire prospérer ici et là-bas. Donc, merci beaucoup à vous. Et merci à toi, Nicolas, d'avoir animé ce webinaire pour parler de ce compliqué. Mais avec plaisir. Merci Frédéric, merci Moussa, merci Caroline. Merci. Bonne soirée à vous tous qui nous avez regardés et merci à toute l'équipe technique qui a organisé cette webconférence. Très bonne soirée à vous. Merci. À bientôt. Merci Nicolas, merci à tout le monde. Merci beaucoup.